Bonsoir à tous. 2015, le rendez-vous. Je reçois Martial Ayipo, président de l'UDL, entendez, Union pour le développement des libertés. Martial Ayipo, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre favorablement à notre invitation. Alors, vous êtes candidat à la prochaine présidentielle ivoirienne. Avant d'entrer dans le vif de ce programme, je vais vous faire écouter quelques réactions de vos compatriotes que Jean Jaurès Tahabi et Tanguy Dodo ont rencontrés dans la rue et ils leur ont demandé s'ils vous connaissent et ce qu'ils savent de vous. On les écoute et puis on entre dans le vif du sujet. D'accord. Bon, Ayipo Martial, non, je ne connais pas. Quand j'étais gamin, parce qu'il était leader leader de la FICI, je crois. Alors, donc il y a des grèves, des mouvements en son temps, quand on était tout jeune. Donc je me souviens brièvement de lui. Bon, je ne sais rien de M. Ayipo Martial, mais les gens en parlent de lui comme quoi c'est un homme politique. Et donc les médias en parlent, on entend partout dans les journaux, c'est un homme politique, mais en tout cas, il ne sait rien. Ayipo Martial, je n'ai jamais entendu Ayipo Martial. Oui, je le connais en tant que leader syndical quand il était étudiant, mais dès lors, j'ai plus de nouvelles de lui. Oh, je sais qu'il a dirigé, si ma mémoire est bonne, la défunte organisation estudiantine. Et après, ça a disparu à un moment donné sur la scène, il est revenu après le coup d'État. En fait, moi, il me laisse sur ma faim. Il me laisse sur ma faim parce que tu ne peux pas diriger les étudiants pendant une bonne décennie et puis on ne sent plus rien. Alors que c'est maintenant que le combat souffre. Ayipo Martial, dans le temps, on a entendu parler de lui, mais il n'est pas intéressant pour moi. Oh, il faisait des mouvements tels que la FECI, il appartenait à la FECI, je crois bien, et puis je ne sais pas quel autre mouvement il faisait, mais enfin je pense que moi, il ne m'intéresse pas. Ayipo Martial, oui, bon, je connais comme ça, je sais qu'il a été secrétaire général de la FECI, et puis bon, après il suivait Gueye aux élections, bon, c'est tout ce que c'est de lui. Hein. Pour moi, il n'a pas confiance parce qu'il a toujours été un suiveur. Il n'a qu'à rester en tant que suiveur, ça va. Alors, Martial Ayipo, tout le monde ne vous aime pas. Hein? Non, mais c'est tout à fait normal parce que vous savez, avoir dirigé un mouvement qui a été à l'origine du multipartisme dans notre pays a certainement des conséquences, notamment en ce qui concerne tous ceux qui étaient des partisans de l'ancien président Houphouët-Boigny et puis, bien entendu, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été des victimes de cette lutte-là. Donc, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'on retient, c'est que tout le monde, ou presque, garde de vous l'image du leader syndical. Oui, parce que c'est la période fondatrice de notre combat, puisque en 90, il a fallu une certaine génération avec un trait de caractère, avec une détermination pour éventuellement apporter le multipartisme dans notre pays. Et j'ai eu, je dirais peut-être la chance ou la malchance d'être l'élément catalyseur qui a permis l'émergence de cette expression-là. Et bon, voilà. Et donc, pour moi, la FECI a été véritablement le départ de toute mon action en politique. Et qu'est-ce que vous pensez de cette FECI qu'on a montrée du doigt depuis un moment, violente, agressive, et qu'on a dépeint, bon, parfois, très souvent, pas très positivement? Non, non, disons qu'il y a eu une évolution dans l'histoire de l'organisation. À un moment donné, il y a eu la guerre des machettes. Sous la transition, justement, je suis venu expressément abandonnant ma thèse que j'étais en train de faire à la School of Oriental and African Studies à l'Université de Londres pour venir régler ce problème. Et c'est pour ça que l'agent militaire m'a fait venir. Et donc cette période a été une période véritablement catastrophique. Et puis il y a eu la période de la guerre civile ivoirienne. Et le mouvement s'est impliqué lourdement du côté du pouvoir. Et ce qui a occasionné, bien entendu, des conséquences. Et en 2007-2009, il y a eu un mouvement de rectification, j'aime pas trop le terme, mais de rectification de la ligne idéologique pour que le syndicat redevienne
un mouvement de combat uniquement pour la défense des intérêts des élèves et des étudiants. C'est cette tendance-là qui a aujourd'hui des rênes de la direction du mouvement et qui est en train de continuer le travail que nous avons commencé. Est-ce que la FESI a fait plus de tort que de bien à la société ivoirienne? Moi, je pense que la FESI a fait plus de bien pour 1000 raisons. Je vais citer, ne serait-ce que ma personne. Aujourd'hui, j'enseigne à l'université de Bouaké. Ça, c'est les conséquences de notre lutte. Aujourd'hui, on a 4... C'était pas possible avant ou quoi? Non, ça n'a jamais été possible. De 1965-66 à 1992, on n'avait qu'une seule université. Et c'est notre combat qui a poussé le gouvernement à arrêter le principe de la multiplicité des universités. Et donc, tous ceux qui sont passés par l'université de Bouaké, aujourd'hui l'université de Korogo, l'université de Daloa, doivent dire merci fondamentalement à FESI. Il y a des mouvements qui se sont produits sur le campus ces derniers temps. Il y a eu des arrestations dans le milieu estudiantin, notamment dans le milieu de la FESI. Je n'ai pas cru lire un communiqué de protestation de la part de l'UDL dénonçant cet état de choses. Pourquoi? Non, pour la raison simple que nous étions aux côtés des jeunes depuis hier et jusqu'à ce matin, jusqu'à ce qu'on obtienne d'une manière ou d'une autre leur libération. Voilà. Donc on a préféré travailler au corps à corps avec la justice pour que éventuellement on les libère. Et là on va vers des élections, la tension sociale devient de plus en plus forte. Le pouvoir aussi, pour préserver la paix sociale, est bien obligé de muscler un peu ses interventions. Est-ce que vous ne craignez pas pour 2015, octobre 2015? Non, je pense que si le président Ouattara, qui crie sur tous les toits qu'il a été le plus grand bosseur de tous les temps, s'il est aujourd'hui confiant de son bilan, il devait être serein. Mais nous constatons malheureusement que ce n'est pas le cas parce que le fait d'envoyer des forces de l'ordre disperser des gens qui sont en train d'organiser leur congrès, notamment à Mama, comme ça s'est passé la semaine dernière, c'est absolument scandaleux. C'est la preuve que ce pouvoir est véritablement aux abois et n'attend qu'un simple petit élément pour justifier la non-organisation des élections parce qu'ils savent très bien que leur bilan est lourdement négatif aux yeux des peuples de Côte d'Ivoire. Pour en revenir aux étudiants, leurs manifestations se sont organisées sans autorisation. Donc l'autorité était en droit. Non. Je pense que nous sommes dans une démocratie depuis 25 ans. La FESI, qui est à l'origine du multipartisme, ne peut pas accepter que les organisations syndicales soient soumises à ce qu'on pourrait appeler la règle de la déclaration préalable. Nous sommes des syndicats, nous sommes des partis politiques, nous avons nos règles internes, nous respectons la République. La République ne fonctionne pas en fonction des humeurs des individus, comme les Bakayoko et les, je ne sais pas, les Kone. La République a ses lois et ce sont ces lois qu'il faut appliquer. Les syndicats ont le droit d'organiser leurs activités en toute liberté et ce n'est pas normal qu'on nous impose la déclaration préalable. La Côte d'Ivoire a tout de même repris sa place de pays important, de pays qui compte aujourd'hui sur l'échiquier international. Les Ivoiriens devraient s'enorgueillir quand même, non? Bon, disons qu'on regrette d'abord. On regrette d'avoir été contraint à quitter notre place de premier de classe dans la sous-région avec le Nigeria. Et ceux qui sont responsables de cette situation, ils se connaissent très bien. Je parle bien entendu de ceux qui ont été à l'origine des coups d'État et des guerres civiles dans ce pays. Et donc si, par le fait des choses, ils sont en train de redorer le blason de notre pays, qu'eux-mêmes ont contribué à ternir, ce n'est que justice. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, ce qui compte pour les Ivoiriens, c'est ce qu'ils mangent au quotidien. Et la réalité du terrain est que le panier de la bon, on ne dira plus le panier, mais le sachet de la ménagère est absolument vide. Et c'est ça qui est un peu regrettable pour nous. Mais dans le même temps, la Côte d'Ivoire a atteint aujourd'hui un taux de croissance qui avoisine les 2 chiffres. Oui, c'est un taux de croissance qui est financé. Ça veut dire que quelque part, ça va. Non, ça ne va pas du tout. Je vais vous donner l'exemple. La croissance qui est financée par le surendettement
conduit toujours à des ajustements structurels dramatiques. On a le cas de la Grèce que nous connaissons officiellement, mais nous-mêmes, nous sommes les conséquences, si vous voulez, du surendettement qui a été occasionné par M. Bédié en tant que ministre des Finances en 1977 avec effectivement l'échec de notre pays. Et ce qui a donné le résultat des ajustements des années 80. Et donc, nous savons clairement que la croissance qui est financée par l'endettement excessif ne peut pas être une sortie honorable pour un pays, puisque les conséquences seront lourdes pour les générations qui viennent. Nous en payons encore les prix aujourd'hui. Et si l'on vous demandait de faire un état des lieux de ce qu'est la démocratie aujourd'hui, de ce que sont aujourd'hui les libertés, vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure, que répondriez-vous? Est-ce que, malgré tout, on n'a pas fait quelques progrès sur ce plan-là depuis 5 ans? Bon, le seul progrès que M. Ouattara a fait, c'est de construire le projet de 95 de Bédié, notamment le 3e point, et de prendre... Non, moi je parle surtout des... Oui, je sais. Des libertés. Je suis en train de vous répondre. C'est-à-dire qu'à part construire les routes, mettre du goudron de mauvaise qualité, d'un point de vue politique, nous sommes dans un recul total. Vous constatez aujourd'hui que toutes les organisations politiques qui ne lui ont pas fait allégeance subissent des soubresauts internes dus à la manipulation du pouvoir. Mieux, depuis que M. Ouattara est au pouvoir, il n'a jamais rencontré ou reçu au palais présidentiel un seul opposant. Il était obligé de le faire? Absolument, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de sortie de crise. Et si on est démocrate, il faut s'appuyer sur l'essentiel de la population. Mais M. Ouattara est tellement important, le roi est de la République, et donc lui, il gère le pays comme il le veut. Le rattrapage technique, qui est la vision politique et idéologique sur la base de laquelle il gère le pays, a des conséquences énormes. Comme il ne veut pas se mettre en contradiction avec sa vision, qui est effectivement de gérer le pays comme il l'entend, donc il a mis en place un système extrêmement répressif qui empêche les partis de s'exprimer en réalité. Vous le savez très bien, dans notre pays, depuis que M. Ouattara est arrivé au pouvoir, le seul opposant qui est passé à la télévision pour faire un débat, c'est M. Affi N'Guessan, tout simplement parce qu'aujourd'hui, M. Affi N'Guessan fait le jeu de M. Ouattara. Vous comprenez que sur ce point-là, les libertés n'existent pas. Vous voulez dire il est allé envoyer des centaines de militaires à un congrès d'un parti politique pour éventuellement créer des incidents, mais heureusement, la vigilance de ses camarades du FPI a fait que ce qu'il recherchait, il ne l'a pas eu. Mais là, il y en a 3 qui il a arrêté, effectivement, il a arrêté le professeur Dano, il a arrêté le professeur Oulaye et le jeune Kouwa Jussin, pour la raison tout simple qu'il a perdu le combat de Mama. Il avait souhaité que le congrès n'ait pas lieu, le congrès a eu lieu, il est allé interdire la fête de la liberté pensant que les militants allaient éventuellement s'énerver. Mais la direction du FPI a considéré que c'était une provocation et que le but de leur congrès, c'était de mettre Laurent Gbagbo à la tête de leur parti. Ils l'ont fait. Et donc, ils ont obéi, parce qu'ils pouvaient ne pas obéir, mais ils ont évité la confrontation. Alors, M. Ouattara a été battu 2-0 à Mama. Le lundi matin, il revient à ses militaires pour arrêter des gens. Ce n'est pas possible. Pour le pouvoir, ils ont été arrêtés parce qu'il y avait trouble à l'ordre public et défiance à l'autorité de l'État. Non. Moi, j'étais à Mama, il n'y a pas eu de trouble. Ils sont venus, ils ont barré la route. Les militants ont demandé de passer. Il y a eu quelques échauffourées, c'est juste quelques minutes d'échauffourées. Et les gendarmes ont laissé les manifestants, les congressistes participer à leur congrès. Ce qui a occasionné éventuellement le renvoi du colonel Semi, accusé d'être complice avec la direction du FPI. Nous sommes ici en plein délit de faciès, parce que M. Semi, certainement, il n'est pas Doumbia, qui est appelé en renfort le lendemain et qui aujourd'hui a interdit et a même menacé, a dit qu'il est venu avec du renfort et du matériel et qu'il était prêt à l'utiliser. Nous avons compris que c'était une manœuvre dilatoire et bon, la manifestation a été dispersée par la propre volonté des militants pour éviter exactement ce que le pouvoir voulait. Donc il n'y a pas eu... et puis ce que je voulais dire, ce n'est pas au pouvoir de choisir le président d'un parti. Ils ont leur parti, ils ont fait leur convention au stade Fou-Boigny pour laquelle ils ont arrêté la vie à Abidjan pendant 2 jours. Personne ne s'est immiscé dans leurs affaires. Est-ce que les textes de la République ne régissent quand même pas un certain nombre de choses relatives aux activités des partis? Les partis politiques sont des associations.
Et c'est la loi de 1961 qui a été modifiée. Et ils obéissent aux règles, bien sûr, aux lois bien de sûr. l'État. On obéit tous à cette loi-là. Nous avons la Constitution, nous avons la loi sur les associations et nous avons nos propres tests. Et ce sont les tests. C'est pas aussi pour cela que les partis politiques pourraient faire tout et n'importe quoi. Mais non, les partis n'ont rien fait. Ce qui s'est passé au FPI, c'est qu'il y a eu un clash idéologique entre la ligne d'AFI, qui est une ligne de capitulation, voilà, face au pouvoir Ouattara, et il y a l'autre ligne qui estime qu'il n'est pas question. Nous avons travaillé avec M. Afi dans le cadre de l'opposition élargie. Nous n'étions pas d'accord avec la commission électorale proposée par M. Bakayoko parce que nous considérons qu'elle est identique à celle de 2005, qui est la cause de la crise. Mais M. Afi, contre toute attente, il est allé valider cette commission électorale qui va permettre de légitimer un pouvoir qui est en réalité impopulaire. Et donc, nos camarades du FPI ont pris leurs responsabilités en interne pour mettre un haut là à cette dérive, si vous voulez, de leur direction. C'est le pouvoir qui est intervenu dedans en complicité avec Ouattara, avec Afi N'Guessan, pour interdire l'organisation du Congrès. Mais c'est au Congrès que toute organisation politique règle ses comptes en termes idéologiques et politiques. Vous voulez dire que Pascal Afi N'Guessan a vendu son âme? Je ne dis pas cela. Je pense qu'il a sa façon de voir les choses, qui n'est pas celle, certainement, de ses camarades. Nous, notre position aussi rejoint un peu celle de ses camarades, parce que nous considérons que la fermeté n'est pas forcément dire qu'on accepte tout ce qu'on veut. M. Ouattara propose une commission électorale qui est identique, un code électoral qui est identique à ce qui a été la cause de la crise post-électorale. Rappelez-vous, ce pays a connu une crise extrêmement difficile parce qu'on n'a pas pu résoudre la question de qui a gagné les élections. On ne résout pas ce problème, on reprend les mêmes acteurs, les mêmes institutions, les mêmes tests, et on rentre encore dans une autre période électorale. Nous considérons que pour une élite responsable, ce n'est pas sérieux. Il aurait fallu qu'on s'asseye et qu'on discute pour voir quelles sont les causes, quels sont les remèdes, et à partir de ce moment-là, on trouve les solutions. Au sein du CPD, le cadre permanent du dialogue, tous les partis politiques ont fait des propositions concrètes. Mais Ahmed Bakayoko n'a pas voulu. Et il a fait ce qu'il voulait. Mais on n'est pas obligé d'accepter la démocratie, mais d'Ahmed Bakayoko. Ça, c'est ce qui est la vérité. Et donc aujourd'hui, nous pensons que clairement, la ligne d'AFI, elle n'est pas correcte. Elle n'est pas appropriée pour le combat que nous menons aujourd'hui. Ce qui est simple à faire, c'est que M. Afi se rende compte que la commission électorale, telle qu'elle est dans sa mouture actuelle, le code électoral et les listings électoraux que nous allons avoir avec Safran, ancien SAGEM, seront encore la cause d'une autre crise post-électorale. Et nous, on n'en veut pas. Je vais vous faire écouter ce que disait récemment Boubacar Koné, le secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien. Les enlèvements de ce jour, dignes de la Gestapo hitlérienne, font suite à l'échec du pouvoir dans cette tentative d'empêcher la tenue du congrès de Mama. Le FPI s'interroge. À quoi obéissent donc ces actes de véritable trouble à l'ordre public auxquels le pouvoir se livre aujourd'hui, mais depuis quelques mois déjà? Comment comprendre que le pouvoir, qui devrait tout mettre en œuvre pour la paix sociale en cette année électorale, s'emploie à créer des foyers de tension? Est-ce que le régime Ouattara veut réellement organiser les élections en cette année 2015? Ne cherche-t-il pas plutôt les prétextes pour se maintenir au pouvoir sans élection? Aucune loi de la République n'interdit aux militants d'un parti politique de se réunir. Toutes les tracasseries et les persécutions dont le FPI est victime depuis quelques mois maintenant constituent de graves violations des droits de l'homme et libertés individuelles. Les enlèvements opérés ce jour contre nos camarades constituent la provocation de trop. Puisque le FPI ne peut pas accepter d'être acculé et poussé jusque dans ses derniers retranchements, le FPI prendra acte de ce qu'il n'a d'autre choix que de prendre la rue, d'appeler les Ivoiriens à prendre la rue, et très bientôt. Voilà ce à quoi le pouvoir doit s'attendre, puisqu'il ne nous donne aucun autre choix.
Voilà ce que disait Koné Boubacar, le secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien, El Abdourahmane Sangaré. Alors, comment on réagit à ces propos très durs? Je me mets à la place de l'Ivoirien qui écoute ces échanges d'hommes politiques, ces interventions politiques. Il se dit, là, on court droit dans le mur. Non, on ne court pas droit dans le mur. Ce qui est simple, c'est de s'interroger. On a attendu à 6 mois des élections pour commencer à vider les associés, comme on les appelle, entre guillemets, des forces nouvelles. Ce qui crée éventuellement des mécontentements en leur propre sein avec des jeunes qu'ils ont instrumentalisés, qu'ils ont utilisés et qui aujourd'hui ils sont en train de jeter dans la brousse. Le président de la République a promis que l'État les aiderait. Oui, ça fait 4 ans ils sont là. Ça fait 4 ans ils sont là. Ils seront recasés. Ça fait 4 ans ils sont là. Ça n'a pas été le cas. Deuxièmement, ce n'est pas certain qu'ils gagnent les élections. Et donc, à partir du moment où il n'est pas certain de gagner les élections, comment il pourra tenir ses promesses? Dans tous les cas de figure, il y a une promesse fondamentale que M. Ouattara a faite à la Côte d'Ivoire. Il a dit, donnez-moi un mandat et je changerai de ce pays. Il n'avait même pas encore entamé la 3e année de son mandat qui disait que le mandat ne suffisait plus. Alors, vous comprenez que ces promesses nous laissent à désirer. En réalité, c'est un échec total de sa politique de réconciliation. C'est un échec total de sa politique économique parce que 3 milliards de dollars en 3 ans, c'est un record mondial. Donc, M. Ouattara sait très bien que les Ivoiriens l'attendent au tournant dans les urnes. Mais d'où tenez-vous ces chiffres? Mais ce sont des chiffres officiels. Puisque nous avons eu, si vous voulez, les dernières publications en matière de notre dette. Et donc, tout le programme PPTE a été annulé par un surendettement. Et c'est ce que je vous disais, la croissance financée par l'endettement n'est pas une croissance. Au contraire, c'est un étranglement de toute une génération dans les années. Dans tous les cas, M. Ouattara, il ne sera plus là. D'ici octobre, quand son mandat est fini, mais c'est nous qui allons payer les dettes. C'est nos enfants qui vont payer les dettes. Comme on paye aujourd'hui les dettes que M. Bédié nous a mis sur la tête. Et comme bizarrement, les deux sont ensemble aujourd'hui. Alors, M. Martial Ahipo, vous êtes très dur avec le président Ouattara. Est-ce que vous ferez mieux si jamais vous étiez élu président de la République, puisque vous êtes candidat à la prochaine présidentielle? Pourquoi êtes-vous candidat? Bon, je suis candidat d'abord pour faire échec à la tentative de Ouattara d'instrumentaliser les Ivoiriens sur des bases qui ne sont pas rationnelles. Il a promis un mandat. Il n'a même pas encore fini ce mandat, qu'il voulait déjà un deuxième. Et certainement qu'il voudrait un troisième, puisque lui-même il a déjà affirmé qu'il va changer la Constitution après qu'il soit élu, ou du moins quand il sera à son deuxième mandat. Quand il va changer la Constitution, on rentre dans la troisième République, et donc la limitation à 2 de ces mandats ne s'applique plus à lui. Et donc, pratiquement, nous rentrons dans un système dans lequel il va essayer de faire 4 mandats, ce qui est inadmissible. Il ne faut pas que ce monsieur nous prenne pour des idiots. Et donc, nous voulons mettre un terme immédiatement à cette manœuvre dilatoire. Et puis, deuxièmement, nous considérons que, ayant été un des acteurs principaux de la lutte pour la démocratie dans ce pays, il n'est pas question de laisser M. Ouattara venir tuer notre démocratie en un rien de temps comme il le fait aujourd'hui, avec une absence totale de liberté, une absence totale de considération pour les partis politiques et une volonté manifeste d'enrichissement de son clan. Alors, à partir de ce moment-là, nous considérons que notre responsabilité, c'est de faire en sorte que cela cesse et que la Côte d'Ivoire se reconstruise sur des bases nouvelles. Une élection en Côte d'Ivoire se gagne pas seulement avec des idées, mais aussi avec une machine électorale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette machine électorale derrière vous? Disons que individuellement, n'importe quel parti aujourd'hui en Côte d'Ivoire le sait très bien. Individuellement, il ne peut pas être capable de gagner une élection. C'est pour cela que M. Ouattara lui-même est obligé de s'appuyer sur une machine qui est composée du PDCI, de
du TPCI, etc. etc. C'est lui-même que le président de la République, détenteur du Trésor national, s'organise pour avoir plusieurs personnes avec lui. Il est évident qu'en tant qu'individu ou en tant que parti, nous n'avons pas cette capacité. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec d'autres camarades, conçu la stratégie de la coalition qui est en marche et qui, d'ici le 14, va s'officialiser et qui est composée quand même si vous voulez, de forces politiques et de fortes personnalités politiques qui sont capables aujourd'hui de présenter une alternative au pays. Vous parlez si bien de grosses têtes politiques, de personnalités fortes, de personnalités connues, mais que pèsent-elles électoralement? Disons que ça va se vérifier. Nous sommes absolument sereins. Nous savons ce qui se passe dans la base. Et si M. Ouattara était autant serein que nous, il aurait accepté les petites règles. Vous savez, par exemple, permettre que les résultats d'un bureau de vote, ça, c'est pas lui demander la merde. Vous voyez, les résultats du bureau de vote soient pris en compte et non pas transportés dans un autre lieu pour qu'après il y ait des discussions, comme Bédier l'a dit après, qu'on lui a volé 600 000 voix. Nous, on ne veut plus des voleurs de voix, comme on ne veut plus de voleurs à la tête de la République. Et donc, si M. Ouattara est aussi sûr de lui et qu'il considère que nous autres, nous ne représentons rien, et qu'il accepte donc les réformes que nous proposons, qui ne sont que des réformes techniques, c'est-à-dire faire en sorte que l'élection donne effectivement vainqueur celui qui l'a remporté dans les urnes, et non pas celui qui a utilisé la technologie électorale comme Donald Trump le disait. Il y a ces militants qui disent qu'il passera dès le premier tour et que pratiquement en face, il n'a rien en face. Oui, on a entendu ce discours par le passé. Mais moi, je vais vous dire une chose. M. Ouattara, mais pourquoi la dernière élection... Pourquoi le ciblez-vous aussi violemment? Non, j'ai dit M. Ouattara, oui, parce que depuis le 25 avril, il n'est plus le président de la République. Comment? Il est le candidat en liste comme moi, je suis candidat. Parce que s'il voulait qu'on l'appelle Monsieur le Président, il aurait attendu au mois de septembre, à quelques semaines, si vous voulez, de l'ouverture officielle de la campagne, comme le ferait un candidat qui est serein, et puis il aurait accepté d'être investi par des forces politiques, sociales, etc. etc. Mais quelqu'un qui fait une investiture 6 mois avant les élections, c'est la preuve que lui-même, il se rend compte qu'il a des problèmes dans son propre camp. Mais ce que je voulais vous dire... Mais vous-même, vous avez déclaré votre... Je suis un citoyen lambda. Je ne suis qu'un pauvre enseignant d'université. Donc, je peux déclarer ma candidature parce que je souhaite éventuellement que le peuple de Côte d'Ivoire sache que Ouattara ne sera pas seul candidat. Et je l'ai fait avec un objectif qui était clair. C'était de susciter d'autres candidatures. Parce qu'on se connaît dans ce pays. Et le résultat, c'est qu'à la fin de 2014, on a pratiquement 8 candidats. Et aujourd'hui, on a une capacité, si vous voulez, de nuisance électorale que Ouattara sait. Vous savez, quand vous prenez ma propre histoire, vous avez passé le visuel tout à l'heure, c'est la FECI, c'est les jeunes d'une certaine génération. Certainement ceux qui sont nés entre 90 et 97 ne me connaissent pas, mais ceux qui sont nés avant 85, ils me connaissent. Et donc, quand on prend la structure démographique du pays, on peut avoir l'impact que je peux avoir. Quand vous prenez M. Siamara, quand vous prenez M. Bani, quand vous prenez M. Koulibaly, le professeur, vous savez très bien qu'ils ont des impacts, non seulement d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire dans les bastions du PDCI, mais aussi d'un point de vue sociologique, puisque ce sont des grands commis de l'État, ce sont des gens qui ont des carnets d'adresses et qui peuvent aujourd'hui faire poids face à M. Ouattara. Et donc aujourd'hui, nous pensons que sociologiquement et anthropologiquement, nous avons la majorité mécanique. Parce que M. Ouattara, il a été élu en 2010 avec 33%. Où il va trouver les autres 20% qui vont lui permettre de gagner, puisqu'il a fait le rattrapage tout son mandat. Pourquoi, sur un terrain démocratique, un terrain électoral, vous parlez de majorité sociologique et anthropologique? Oui, parce que nous sommes dans le rattrapage ethnique, tel que voulu par le président de la République, et qu'à partir du moment où on n'a pas mené une politique nationale, on a privilégié la Côte d'Ivoire des tribus et des clans. Le résultat, c'est que chaque ethnie se reconnaît dans un leader ou dans une dynamique politique. Mais là, c'est tous les Ivoiriens qui sont responsables. Mais ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui sont responsables, c'est d'abord le président de la République. Parce que quand on est élu président de la République,
la première chose à faire, c'est de démissionner de la tête de son parti. M. Ouattara ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on n'a qu'un secrétaire général intérimaire en plus au niveau du RDR. Ce qui est une violation absolue de la Constitution. Mais quelle relation avec votre analyse d'un point de vue sociologique et anthropologique de l'électorat? À partir du moment où ces militants disent qu'ils vont gagner au premier tour, ça veut dire que eux, leurs militants, ils constituent les 50 plus 1%. C'est ce que je suis en train de dire. Or, il se trouve que lui, ces militants ne peuvent pas aujourd'hui dire qu'ils sont 50 plus 1% de la population électorale. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que Moti Ouattara n'a pas pu mobiliser suffisamment la population en dehors de sa chapelle politique. Mieux, il y a même aujourd'hui, dans sa propre chapelle politique, des dissensions. La preuve, vous avez vu, on attendait 1 million de personnes au stade de Faux-Boigny. Ça, c'est le lot de tous les partis au pouvoir. Hein. Absolument. Et donc, c'est quand même un peu exagéré de penser qu'on va gagner une élection au premier tour quand on sait qu'on n'a pas travaillé à inclure les populations. Voilà des gens qui ont passé 20 ans à lutter contre l'exclusion et dont la politique a été l'exclusion de toute la Côte d'Ivoire en dehors de leurs propres ethnies, ou du moins de leur propre camp. Vous proposez dans votre programme un forum constitutionnel et politique pour l'avenir, pour l'avènement de la Troisième République. Qu'est-ce que cela signifie? C'est simple, c'est-à-dire que nous avons réfléchi sur les causes profondes de la crise ivoirienne. Et nous avons considéré que l'une des causes principales de cette crise-là, c'est la dimension constitutionnelle de cette crise-là. Et donc, le Forum constitutionnel va essayer de réfléchir en profondeur sur quel type de constitution il faut donner à la Côte d'Ivoire. Souvent, on s'est apaisanti sur la question de l'article 35. Mais l'article 35 seul n'est pas le problème de la Constitution. Moi, je vous donne par exemple le mode électoral. On a un mode électoral qui permet une élection à 2 tours pour les présidentielles, mais à 1 tour pour les législatives. Pour quelle raison? Pour la raison simple que ceux qui ont rédigé la Constitution savaient très bien que les partis politiques ont des bastions ethniques. Et il fallait privilégier la dynamique ethnique pour qu'éventuellement, ils aient la même mise sur, si vous voulez, l'électorat. C'est pour cela que nous disons que s'il faut modifier la Constitution, ce n'est pas seulement une affaire d'article 35. Il s'agit de revenir en profondeur. Je vous donne par exemple le cas du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, dans un pays, doit être celui-là même qui est l'expression, si vous voulez, de la pureté de la loi. Puisque la Constitution étant le premier test de la République, ceux qui doivent gérer la constitutionnalité des lois doivent être aussi au-dessus de tout soupçon. Mais lorsque c'est le président de la République qui les nomme, vous voyez ce que ça peut donner. Mais ça, c'est dans la Constitution ivoirienne. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous dis que le premier problème, c'est de castrer le pouvoir hyper présidentiel et créer des conditions d'un équilibre véritable. C'est aussi mettre en place un mécanisme de gestion de la société qui ne privilégie pas uniquement l'exécutif. Prenez par exemple le cas de la gestion des régions. M. Ouattara est venu, il a dissous des anciennes structures qui étaient là, et il a créé les régions. Mais il n'a pas changé le mode de fonctionnement. Pour la raison simple que c'est le ministre de l'Intérieur qui est l'ordonnateur. À partir du moment où la présidence tient aujourd'hui au travers du programme présidentiel d'urgence toute la bourse des régions, qu'est-ce que vous voulez que ces régions la fassent? Nous, ce que nous disions, c'était de faire en sorte que les régions qui produisent et qui ont le droit de recevoir quelque chose, en tout cas, de leur production, puissent être constitutionnellement protégées, par exemple, par une remise de 20% des revenus qui sont produits dans ces régions-là. Mais de façon constitutionnelle et claire, de telle sorte que ce n'est pas parce qu'Aïpo est devenu président et qu'il n'aime pas la tête d'Ahmed Bakayoko qui est devenu président des régions du Roufla ou d'une autre région, je sois amené à restreindre de ses capacités en l'empêchant de travailler. Ce qui est le cas aujourd'hui. Ça a été le cas par le régime passé, c'est le cas aujourd'hui. Il faut que tout cela change. Donc, ce n'est pas sa faute? Non, c'est sa faute. Puisque lorsque nous sommes partis à Marcoussis, les intellectuels qui y étaient ont clairement établi qu'il fallait un changement en profondeur de notre Constitution. Et que le président qui serait élu soit amené à réunir les Ivoiriens pour que nous réfléchissions là-dessus. M. Ouattara, depuis qu'il a pris le palais présidentiel, il a mis ce côté
des accords de Marcoussis, il a mis ça de côté, ce point principal. Et donc il a refusé, pour la raison simple qu'il ne voulait pas de la réconciliation. Il voulait une politique de vengeance personnelle vis-à-vis des gens qui l'ont persécuté, ou alors le porter à venir lui prêter allégeance. Ce qui n'est pas digne, si vous voyez. Donc pour nous, il est important que nous revenions aux fondamentaux, que nous rediscutions sur la dimension éthique de notre Constitution et que nous réécrivons une nouvelle qui nous donne la possibilité non seulement de limiter le mandat, parce qu'aujourd'hui, au sein même de la coalition, il y a un débat qui a commencé. Hein, certains amis ont proposé un mandat de 7 ans, non renouvelable. Et j'ai trouvé cela fantastique, parce que ça permet au président de venir, de faire ces 7 ans et de partir et de ne plus emmerder les gens. Vous voyez? Donc pour nous, c'est toutes ces propositions qu'il faut mettre en avant et que nous allons défendre au sein de la coalition. Et c'est ce projet qui va sortir, qui sera porteur d'un nouveau rêve pour la Côte d'Ivoire, d'une renaissance véritable de notre pays, que nous allons porter. Et c'est ce projet-là que je suis persuadé va remporter les élections avec notre coalition. Alors justement, où en êtes-vous de cette coalition avec ici Amara, Charles Konan-Banny, Kakabe, Abdourahmane Sangaré, au besoin Mamadou Koulibaly, où en êtes-vous? Bon, disons que c'est la troisième voie avec Mamadou Koulibaly, moi, Baïnok, Dumia Major, Soko, Waza et Bassoumale, plus les camarades de la troisième voie qui avons initié ce projet. Et je crois que ce projet est arrivé à son terme. Nous avons fini la rédaction de la charte. Le 11 mai, nous allons avoir une conférence des présidents qui va finalement valider le document et plus les petits ajustements qu'il faudra faire au sein en termes de fonctionnement. Et le 14, nous allons faire la signature officielle. Et à partir du 14, la Côte d'Ivoire aura une opposition politique électorale structurée, capable de répondre aux défis des prochaines élections. Est-ce possible là que la future coalition ait un candidat unique face à Ouattara? Bien sûr. Est-ce que c'est une urgence? Non, nous pensons que c'est une exigence. Pour la raison simple que M. Ouattara lui-même s'est arrangé pour qu'au sein du RHDP, il soit le seul. Donc s'il est le seul, nous choisissons un candidat qui sera éventuellement l'expression de l'ensemble de notre coalition. Après, bien entendu, avoir réuni les conditions d'une élection transparente. Et nous réglons ce problème au premier tour. Parce que nous savons que M. Ouattara va rejoindre Mougin, où il va prendre une retraite dorée, sans problème. Nous serons vraiment heureux de l'accueillir comme au cadre de ce pays. Mais plus tard, le 30 octobre, bye bye, c'est terminé. Alors, avant de refermer ce magazine, je vous annonce que vendredi prochain, je recevrai Mamadou Touré. Il est conseiller à la jeunesse et au sport du président de la République. Pour l'interroger, j'aurai avec moi 2 confrères de la presse nationale. Ce sera dans notre nouveau magazine hebdomadaire, L'heure de vérité. Martial Aipo, merci d'être passé par chez nous. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Merci.